Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Jet Bibliothèque. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un supplément qui sort pour Warhammer V4 qui s'appelle Temple of Spite, donc le temple de la malveillance, de la rancune, de la rancœur, qui est une histoire un peu bizarre parce qu'en gros, à la base, de ce que je me rappelle, ça avait été annoncé un peu dans le carcan. Il y avait une idée de faire deux PDF plus un livre assez important qui était vraiment les derniers jalons, on va dire, jusqu'à l'annonce des 40 ans de Warhammer, qui était un peu la fin de planification qui est devenue la V4. En l'occurrence, donc, il y avait Wreckers Point, qui était un récif au large du Nordland, donc dans la grande perspective de continuer à travailler sur le Nordland et d'en faire un endroit jouable, qui avait des pillards, des objets magiques, des fantômes. Ça fait 3 ans que ça doit sortir, on n'a aucune nouvelle. Marienburg, donc, qui était un livre, vraiment, donc une version révisée de la V1 qu'on attend toujours, et Temple of Spy, donc le temple de la malveillance, le temple de la rancune, qui était à la base, je crois me souvenir, je n'ai pas de preuves pour corroborer mes faits, mais il me semble qu'à la base c'était un PDF qui a dû prendre de l'ampleur suite au Corsaire du capitaine Flandrel, je crois, qui était un petit PDF sur les elfes noirs, qui est un tout petit truc, qui a dû bien marcher, et je pense qu'on a dû donner à Dry Heath, donc alors, je ne sais pas son vrai nom, mais le concepteur de ce livre, avait dit, bah, en fait, ça a pris ça a grossi, et donc maintenant, on a Temple of Spite qui sort, sous la forme quand même d'un livre qui fait, vous ne le voyez pas, mais c'est 128 pages, c'est assez conséquent. Pour un supplément, c'est plus important que les livres individuels sur les elfes et les nains, donc c'est pour vous dire un petit peu. C'est un très très livre, c'est un livre qui est particulièrement étrange. Vous verrez que, bon, de toute façon, j'ai une copie presse, vous ne pouvez pas louper le liseré review copy qui est sur cette couverture. Alors, couverture que j'aime beaucoup le concept, mais je trouve que l'exécution est pas top. Je sais pas si c'est la, la coloration ou simplement l'illustrateur qui n'est pas forcément mon préféré. Il faut dire que jusqu'ici, ils ont tapé avec des illustrateurs qui étaient très très bien. Je pense notamment le travail sur les nains, le travail sur le dev, enfin, le livre sur les voleurs. Enfin, il y a vraiment des choses où j'aimais beaucoup beaucoup et peut-être qu'ils ont gardé pour plus tard, je ne sais pas. Donc en tout cas, Temple of Spite, ça parle d'une et d'une seule chose, ça parle d'une arche noire. Donc, les arches noires sont ces grands navires immenses qui sont quasiment des cités-navires sur lesquels voguent les elfes noirs à la recherche de nouvelles conquêtes, donc soit pour contrecarrer leurs cousins, donc les hauts elfes, soit pour kidnapper et réduire en esclavage des humains, vivre de rapine, ou accomplir une sorte de rituel, notamment sur la terre ferme, donc sur le vieux monde, pour réactiver les pierres de pouvoir, donc les Waystones, qui étaient, enfin ouais, c'est ça, c'est les pierres en fait qui avaient été laissées par les elfes dans les temps anciens, pour pouvoir ourdir des sombres machinations au service de leurs dieux. Donc on rappelle, hein, les elfes noirs vénèrent les dieux souterrains delphiques, et beaucoup sont aussi corrompus par Slanesh, même si techniquement les cultes de plaisir sont interdits, même chez les elfes noirs, comme quoi techniquement, même les méchants ont des standards. Donc sans plus tarder, on va continuer, hein, on va commencer. Je vais être assez succinct parce que j'ai des petits soucis dans le monde réel, hein, qui fait que, en gros, un souci de gazinière qui s'est cassé, enfin des meubles qui se sont cassés la gueule, qui ont explosé une cuisinière. C'était pas très marrant de retirer les morceaux de verre et toute la faïence pétée. Donc j'ai pas autant préparé que d'habitude, vous m'en excuserez. En attendant, je vais quand même essayer de faire le job, ça me paraît décent. Donc on va trouver, pour aller très vite, hein, pour résumer le bouquin est un très bon bouquin, c'est un bouquin en fait qui permet, mais qui est un peu particulier, parce que c'est à la fois un bouquin de contexte et c'est un bouquin de scénario. Alors, je mets des grands guillemets, hein, parce que scénario chez Cubicle 7 c'est un peu compliqué, mais l'idée en fait c'est de vous décrire ce monde, cette arche, pas juste pour le plaisir du sport et de la description, mais vraiment pour vous dire bah, comment est-ce que je peux impliquer mes joueurs pour parler de scénario de base, on vous donne deux idées de scénario qui sont un peu poussées pour détruire l'Arche Noire, le Temple of Spy. Donc comment vous faites, c'est vous faites kidnapper, et on va en reparler, mais ça c'est le... Et donc toute la description qui est donnée des PNJ, des personnages, peut évidemment être faite sous la création d'un elfe noir, même s'il n'y a pas de règles techniquement sur la création des elfes noirs, mais bon, c'est pas très différent des elfes, des hauts elfes, ou dans l'utilisation comme supplément de contexte, comme on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup jusque-là. Mais il y a clairement une intention qui n'est pas bête de vraiment d'essayer de dire bah, comment impliquer les joueurs et impliquer les joueurs sur des idées d'aventure. Donc on a une tout petit récap sur qui sont les elfes noirs. Je ne suis pas un maître des connaissances sur Warhammer. En gros, tout ce que j'ai les grandes idées, c'est que
Les elfes noirs étaient à la base des elfes, donc comme les elfes, les hauts elfes. Il y a eu une séparation qui était liée en fait lors de la grande tempête du chaos. Enfin, en fait, quand les pôles, quand les vortex sont apparus, en fait, quand les pôles ont commencé à déverser des hordes du chaos, les elfes, donc le roi des elfes, ne savait pas exactement quoi faire. Son magicien adjoint lui a dit bah, vous n'avez qu'à siphonner les pôles de magie, en fait, de la magie qui a été laissée par les anciens, comme ça permettra, ça créera des vortex, mais ça limitera l'afflux d'énergie néfaste et donc d'armées du chaos. Le roi elfe n'était pas convaincu, il a pris en fait l'épée consacrée du temple de Cain pour acquérir des pouvoirs démentiels au prix quasiment de sa santé mentale, mais ça n'a pas suffi, et donc le roi des elfes est mort, et l'archimage elfique a scellé en fait les structures utilisées par les anciens pour en fait créer les vortex et empêcher le chaos de se déverser dans le vieux monde. Sauf que suite à ça, en fait, sa lignée commence à dégénérer, enfin, sa lignée devient problématique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs enfants et il a sa femme. Un de ses enfants va devenir donc le roi Phénix, c'est-à-dire qu'il va être consacré devant le Phénix devant le Phénix pour en fait sortir des flammes et donc mener le peuple elfique. Et de l'autre en fait son frère, qui était Malekith dans les anciennes versions, qui a été renommé pour une histoire de copyright en Malérion, a dit non mais c'est pas normal, c'est moi qui devrais dominer, enfin c'est moi qui devrais être le roi. Et il a essayé de passer l'épreuve des flammes. Et il en est sorti, c'est pas très très bien. Donc lui, sa mère et tous ceux qui le suivaient ont dit bah tant pis, ont essayé de prendre le contrôle des empires elfiques, c'est très très mal passé, et donc ils ont choisi de se retirer en Nagaroth, donc qui est Nagaroth qui est cette île en fait glacée où se sont mis donc Malérion, tous ses petits potes et sa mère et tous les gens qui l'ont suivi, avec évidemment une rancune absolument immense envers les hauts elfes et l'idée que finalement la seule voie pour les elfes, donc les elfes noirs, les druchis, c'est de vénérer les dieux souterrains à l'inverse des dieux, disons, euh, solaires, et donc assumer le Yali négatif, assumer donc le côté néfaste des elfes, et s'il faut pour ça réduire en esclavage tout le monde, détruire tout et perdre sa santé mentale, et ben c'est pas grave, on y va. Après, l'idée c'est que les elfes noirs sont pas très différents finalement des hauts elfes. Certes, ils ont des tendances sadiques, certes, ils ont une société qui est basée sur le darwinisme social, hein, à savoir je vais assassiner mes potes pour monter en haut de l'échelle et me faire reconnaître par Malérion pour mieux le servir, mais ils sont pas si différents des elfes. Et c'est pour ça qu'ils sont dangereux, c'est parce que non seulement ils ont le système des arches noires, ils ont une magie qui est très puissante, ils ont des créatures à leur service, mais qu'en plus ils peuvent s'infiltrer aisément en se faisant passer pour des hauts elfes à travers le vieux monde, et frapper quand ça fait mal. Donc on vous donne, mais c'est vraiment tout petit, hein, en 6 pages, vous avez les villes principales de Nagaroth, à quoi ressemble Nagaroth. C'est pas un supplément sur les elfes, enfin, c'est un supplément sur les elfes noirs, mais indirect. C'est-à-dire que vous n'aurez pas vraiment les règles de création d'elfes noirs, vous n'aurez pas comment fonctionne Nagaroth, la cour de Malérion. Laissez tomber, c'est pas ça. Le cœur du bouquin, et quasiment la moitié du bouquin, c'est la description du Temple of Spite, qui est cette espèce de grande arche noire, avec notamment les forces en présence, les différentes strates qui peuvent exister, et comment en fait amener de l'aventure, comment amener vos joueurs, parce qu'on part du principe que vos joueurs ne sont pas elfes noirs, donc ils sont forcément opposés à ce qui se passe à bord. Alors la bonne nouvelle, c'est que même s'ils arrivent à s'infiltrer à l'intérieur, il y a beaucoup de chances que le vaisseau est tellement grand, et les elfes les considérant comme des esclaves et des moins que rien, que bon, bah, ils se posent pas trop de questions s'ils en envoient 3-4. Après, s'ils commencent à avoir des elfes, des hauts elfes, des nains et compagnie, ça peut commencer à faire tiquer. Donc on a un historique sur les Arches Noires, sur en fait le Temple of Spite, donc vous avez l'historique du navire en soi, avec les différentes mutineries qui ont pu se faire, les différents voyages qui ont été faits récemment par le navire sous l'égide du capitaine, donc le Fleetmaster, qui dirige, qui, techniquement, donc, qui s'appelle Elbane, donc qui fait partie des familles nobles et qui a un contrôle en théorie absolu mais, sur le navire, mais ce qui n'est pas le cas, évidemment. Donc on vous dit, bah, ils sont allés en industrie, ils sont allés là pour vous dire un peu les campagnes successives de destruction qui ont été apportées par ces arches noires, qui sont évidemment, rappelons-le, hein, au service mandaté par Malérion, mais qui d'un autre côté essayent de faire fortune et gloire, de ramener en fait tout ce qu'ils peuvent pour augmenter leur prestige personnel et donc monter les échelons au sein de la haute société noble Nagaroth, puisqu'il y a aussi une distinction extrêmement violente entre les elfes noirs de basse extraction et les elfes noirs de haute extraction, donc les nobles, qui voient les premiers comme des moins que rien. On a une très belle carte qui décrit un peu les strates du vaisseau.
Donc ça, c'est plutôt cool pour que vous voyez, parce qu'en fait, tous les termes qui sont utilisés ça vont être utilisés dans une description massive avec, notamment, vous voyez, il y a le temple de Slanesh qui est caché tout au fond des profondeurs. Il y a une ménagerie qui a un rôle assez important. Et il faut pas, et en plus, donc, il y a différents endroits où on peut arriver, puisque les archers noirs ne voyagent jamais seuls et sont souvent suivis par plein de petits bateaux, donc les corsaires, comme le corsaire du fameux PDF. Donc on a une vue tranchée avec description en long, en large et travers de tout ce qui fait le propre d'une arche elfe noire. C'est quand même très très dense, c'est plutôt bien foutu, et c'est exactement ce qu'on pourra attendre en fait dans la description d'un navire qui est plus une cité en fait concrètement. Avec au passage, donc, comme je disais, les jeux de pouvoir, donc entre les nobles, ceux de Bax Extraction, ceux qui ont essayé de faire une mutinerie aussi, et qui ont été maintenus en vie essentiellement par Elbane, mais complètement asservis et qui ne cherchent évidemment qu'à se venger, mais ne peuvent pas le. Ça, il y a la grande prêtresse aussi, donc les sorcières sont extrêmement présentes dans les structures de pouvoir, et les différents pillards qui sont dans les navires, les corsaires, pour vous donner un petit peu du grain à moudre et rajouter des personnages à tout cela. Il y a donc il y a beaucoup, les grosses forces en présence sont aussi donc tous les sectateurs de Kane qui sont plus ou moins extrémistes, bon qui sont forcément un peu extrémistes, mais certains décident de bosser avec la sorcière principale, qui bossent, enfin qui secondent Elbane, et d'autres en fait sont partis un peu dans leur coin. Il y a un culte de Slanesh aussi qui est présent. Après, l'essentiel du chapitre vous donne des éléments pour rentrer sur le vaisseau. Donc comment est-ce que vous pouvez déjouer tous les systèmes de sécurité, comment naviguer sans se faire repérer, et les rencontres que vous pouvez faire, donc comme je vous disais, qui ne sont pas forcément hostiles, hein, mais bon, il faut faire attention aussi. Plein de choses donc sur la vie au quotidien, les événements qui peuvent se passer sur l'Arche Noire. Et donc là, on arrive sur les deux grains de scénar qui sont pas vraiment des scénarios, encore une fois, ça ne va pas les changer, mais qui ont la bonne idée d'être sur 5-6 pages chacun. Donc il y a deux scénarios qui vous sont proposés. Le premier, c'est vraiment, c'est détruire l'arche. Donc vous êtes des PJ qui vivent tranquillement leur vie près de Marienbourg, vous faites kidnapper sur l'Arche Noire, et c'est comment vous apprenez au fur et à mesure, vous sortez de votre condition d'esclave et vous menez une révolte à Spartacus. En utilisant évidemment toutes les dissensions préexistantes entre les différentes factions de Truchy pour faire tomber le vaisseau, et que Elbane et la reine sorcière qui était là se réveillent un jour et voient en fait leur bâtiment à feu et à sang par la magie des PJ, et évidemment la magie de Warhammer, qui est que de toute façon, plus ça peut aller mal, pire ça sera, et il n'y a pas de raison que les elfes noirs y échappent. Donc c'est pas, encore une fois, c'est 4-5 pages, hein, donc c'est pas non plus démentiel, mais c'est déjà un peu mieux qu'avant. Encore une fois, c'est un gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont peur de se mouiller, de faire des scénars. Ils ont peur de faire. Au-delà de la peur, je pense que c'est simplement une question de fric. Parce que créer un scénario, ça implique de le bêta-tester. Bêta-tester, ça implique de perdre du temps, ça implique de mettre des joueurs ensemble. Et c'est tragique. Moi, je trouve ça vraiment. Ça devient vraiment pour moi un vrai problème. Parce que les scénarios qu'ils font sont bons. Même le scénario de la boîte d'initiation de Old World, c'est vraiment cool. Et c'est un peu triste de ne pas se mouiller, quoi. Vraiment, c'est ça le. Mais bon. Et l'autre scénario qui vous est proposé, donc sur de sombres marées, c'est un peu différent. C'est qu'en fait, vous suivez la reine sorcière. La reine sorcière veut en fait faire un rituel pour réactiver des lignes de pouvoir dans les Wastelands, et votre but, c'est de l'empêcher en suivant peu à peu les rapines qui sont provoquées par les elfes noirs, pour comprendre qu'en fait, il y a un plan derrière la folie, et que si vous faites rien, si vous faites rien, le rituel va être activé, et donc vous devez impérativement en fait arrêter la sorcière. On a ensuite un gros bestiaire qui représente essentiellement les elfes noirs, comment appliquer des modèles pour les modifier, donc pour créer à l'envie des sorcières, des pirates, des corsaires, toutes sortes de profils. Et c'est là aussi, c'est rigolo, on commence à avoir les débuts de changement, à mon avis, de V5. Alors attention, hein, ça reste de la V4, ça n'a pas changé. Mais vous voyez par exemple que ça a été modifié au niveau des profils, si vous regardez bien. On a les talents, les traits, qui étaient donc à la fois ce qu'ils peuvent faire, les talents, que sais-je, qui sont explicités. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà présent dans The Old World, qui était déjà présent dans Imperium Maleficum, avec notamment, en gros, si je vous décris un talent ou si je vous décris un trait de monstre, je vous dis ce que ça fait. Ce qui est, bon, pas tout le temps, parce que des fois ils disent, allez voir ce que ça fait dans le bouquin de base, après une courte description, mais pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Alors, ça fait des profils qui sont certes beaucoup plus longs qu'avant,
mais qu'est-ce que c'est agréable par rapport au fait d'aller tout le temps fouiller dans le bouquin de base pour trouver un truc, être sûr qu'on connaît son mot-clé. C'est c'est plutôt bien, c'est même le bienvenu. Il y a des traits optionnels aussi si vous voulez faire un peu grossir ces PNJ. On a aussi donc toute la ménagerie monstrueuse, les hydres de guerre, j'en passe et des meilleurs, beaucoup de choses. Donc des harpies, des Eldrake. Et on a ensuite donc les profils elfes noirs qui servent Slaanesh avec donc les champions du chaos pour aller vite, qui ont des stats encore plus violentes que les autres, qui ont des marques de Slaanesh, les sorciers qui vont bien avec. Et ensuite on a les templates, donc les modèles, que vous pouvez juste prendre le modèle de base de l'elfe noir qui vous est donné quelques pages avant, et rajouter des templates à la volée, en augmenter les caractéristiques, les stats, et en leur donnant les talents qui vont bien, pour en faire des capitaines de frégates, des généraux. C'est pas bête, en fait, c'est même beaucoup plus intelligent, parce que ça prend moins de place, et ça permet tout de suite d'avoir à la volée votre profil. Alors certes, il faut recopier, hein, évidemment, mais c'est pas, je trouve pas ça bête, personnellement, et c'est plutôt bienvenu. On a de l'équipement et les vaisseaux, qui n'est pas non plus, bon, c'est encore une fois, si vous voulez avoir des variations d'armes différentes avec des noms qui en jettent, comme preneur d'âme, pourquoi pas. Je pense qu'on a suffisamment de matos maintenant en termes d'armes, d'armure, pour faire quelque chose qui marche bien. Les chariots aussi, si vous avez adoré le chapitre sur les chariots dans le guide des elfes, dans le guide du maître du jeu des hauts elfes, vous serez content de savoir qu'il y a de nouveaux chariots. Et les vaisseaux, donc les navires qui sont décrits, bon c'est très très simple au niveau statistique. On arrive ensuite sur la magie noire, donc, qui n'est pas exactement la magie qui était utilisée dans le bouquin de base sur la magie des sorcières, donc des witches, mais des witches humaines. Donc en gros, je mélange tous les sorts, je prends le premier vent de magie qui passe et j'espère que ça passe. Là, c'est une magie qui utilise le dard, mais de manière parfaitement consciente. C'est la magie des sorcières elfes noirs, donc des féminins, qui trichent en utilisant certes du dard. Et le problème du dard, c'est que plus vous lancez, donc les petits effets de bord, quand vous ratez un sort, deviennent des grands effets de bord, et surtout vous accumulez dès que vous faites de l'overcasting, donc dès qu'en fait vous accumulez sans cesse de l'énergie magique pour renforcer votre sort et balancer un sort beaucoup plus puissant, vous inflige de la corruption. Donc ça veut dire que si vous commencez à essayer de lancer des gros sorts, il y a un moment où vous allez forcément prendre de la corruption, et à la fin, quand on a trop de corruption, c'est fini, on se transforme en pâté pour chien chaotique, et on peut pas faire grand chose. Donc c'est un peu dommage. Donc ce qu'ils ont trouvé, ce qui n'est pas forcément mieux, c'est que l'essentiel il y a un talent qui s'appelle un pacte, enfin vendre son âme concrètement, donc vous faites un pacte avec un petit démon, mais tout est un peu contrôlé, enfin c'est des micro-pactes démoniaques qui permettent en fait, en l'échange de certaines marques du chaos, d'éviter d'être protégé, en fait, de faire paratonnerre et de ne pas accumuler des points de corruption à la volée. Les sorts sont assez violents, généralement on est sur du lancement de sorts, des niveaux 9, 10, il y a quelques sorts niveau 6-7, mais pas tellement, c'est très très violent, hein, c'est vraiment... Je vous envoie dans une autre dimension, je vous envoie un missile magique, mais de toute façon le missile magique il fait extrêmement mal, et en plus, ça peut c'est vraiment la magie brute, brutale, hein, de la part des sorcières elfes noires qui répondent bien en fait à leur réputation, à savoir que ce sont des lanceurs de sorts extrêmement puissants. Il n'y a pas de, mais c'est pas la magie elfique, la haute magie. Par contre, c'est une magie qui est ô combien destructrice, et parfois beaucoup plus destructrice à mon avis que la magie des adeptes du chaos humain. Les gifts, donc les dons de Cain sont l'équivalent des katas qu'il y avait dans le livre aux elfes. Donc rappelez-vous, dans les hauts elfes, vous pouviez avoir des sword dancers, donc des danse-lames, qui avaient des katas spéciaux. En gros, quand ils lançaient un jet de combat, ils pouvaient potentiellement, s'ils avaient 2 dés supplémentaires, ou des dés bonus en fait, qu'ils ne voulaient pas utiliser, si le SL, donc pardon, le niveau de succès était suffisamment élevé, ils pouvaient utiliser certains des niveaux de succès pour faire des effets spéciaux. Et c'est ça en fait. Donc évidemment c'est très vilain parce que c'est Kane, donc vous pouvez faire du poison, vous pouvez faire saigner quelqu'un, mais à chaque fois il faut prouver qu'on a la grâce de Kane, qu'on a été capable de se battre puissamment. Et c'est une petite chose, hein. Il n'y a pas trop de règles en fait, à part le renvoi donc,
au Yenlui, donc qui est l'état un peu Star Wars des elfes avec le neutre, le positif et le sombre. Il vaut mieux être équilibré, sinon on a des problèmes. Et ensuite, donc l'autre grosse partie vraiment du bouquin, c'est des ensembles de 7 pages qui vont vous décrire des factions présentes au niveau de l'Arche Noire ou autour de l'Arche Noire. À vous de voir si vous les utilisez ou pas. Je vais passer assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Et là, c'est vraiment du détail qui n'est pas sur lequel il n'est pas pertinent en fait de passer trop de temps à mon avis. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, c'est pareil. On vous décrit en 2 mots quelle est cette faction. On vous donne ses objectifs. On vous dit qui en fait partie et comment, avec leur système de 3 rencontres, la rencontre facile, la rencontre moyenne, la rencontre dure, vous pouvez les mettre face à vos PJ à bord de l'Arche Noire ou hors de l'Arche Noire. Donc les premiers, c'est les lames noires de Valérion. Valérion est en fait le fils d'une maison noble qui s'est fait détruire, et donc il veut se venger de la maison qui a détruit, donc c'est la maison Morandor, et il le fait en rejoignant en fait l'équipage de Hellbane pour accumuler le plus de richesses possible. Et à chaque fois, vous avez 3 profils de personnages qui sont importants au sein de cette faction. Donc là, vous avez Tamendros qui est Valérion, donc en fait qui est le dirigeant de cette espèce d'escouade, l'assassin qui est avec lui, qui s'occupe de ses affaires, et son second sous ses ordres. Et voilà, c'est très simple. Donc The Fell Brethren, donc les frères déchus, ce sont ceux qui ont essayé de mener une mutinerie contre Hellbane. C'est très très mal passé. Donc ils ont fini un peu dans le niveau... Non, je dis des... Si c'est ça, ouais. Non, pardon, je vous dis des bêtises. C'est les gens en fait qui font le job que personne ne va faire. Donc en gros, c'est eux qui s'occupent des cordages, c'est eux qui s'occupent de rafistoler le navire, l'Arche Noire. En fait, ils sont considérés comme des moins que rien. Et leur but, c'est de prouver leur valeur et de prouver qu'ils peuvent vraiment avoir leur propre navire et qu'ils ne sont pas juste destinés à faire des tâches méniales. Le ver brisé, donc le ver brisé, c'est un réseau d'espionnage qui est basé essentiellement à Marienburg. Donc c'est un peu différent parce qu'ils ne sont pas vraiment dans le vaisseau, mais vous pouvez les rencontrer beaucoup plus facilement au quotidien. Donc avec des maîtres espions qui sont présents sous d'autres identités, évidemment. On vous donne une page qui décrit un tout petit peu la présence des espions à travers le Vieux Monde et contre les autres factions que le Vieux Monde, donc l'Arabie avec les morts-vivants, le Grand Catet. Les yeux de Cain, donc c'est une secte de zélotes, évidemment, de Cain, qui sont extrêmement violents, qui ont eu des petits soucis parce que certains ont tenté de faire partie, donc notamment leur chef, a essayé de se rebeller contre Hellbane. C'est très mal passé, il a fini complètement cramé. Et sinon, donc la ménagerie, la ménagerie des écorcheurs écaillés, c'est en gros, il y a une grosse ménagerie, il y a un gros zoo qui est au fin fond du Temple of Spite. Et c'est juste, donc c'est des sortes voilà, c'est des gens qui ont une sorte de cirque ou de ménagerie. Il y a un zoo en dessous avec des monstres pas possibles qui sont présents là-bas, avec un tour de toutes les bestioles que vous pouvez rencontrer à l'intérieur de ce zoo. Alors la compagnie de la veille de la veille de nuit plutôt, sont, si je dis pas de bêtises, c'est des marchands en fait. C'est des gens qui sont les marchands des elfes noirs, avec ce que ça implique, à savoir que c'est pas forcément des profils extrêmement violents, mais qui peuvent essayer de vous la faire à l'envers, évidemment, sinon ce serait pas très drôle. Les couteaux de Caïn, donc là, c'est bien... Les couteaux de Caïn sont des sectateurs de Cain, en fait, tout simplement. Avec, évidemment, l'esthétique des filles à moitié à poil avec des grands couteaux. Et on a une brève histoire sur le culte de Cain, mais c'est très très simple. Et enfin, donc dernier chapitre, toujours à la même habitude, c'est les fameux les mécènes et les némésis. Donc c'est des super des super employeurs ou des super antagonistes, qui est un héritage de la V3, où on va avoir les plus gros profils sur le vaisseau. Donc Durias Hellbane, qui est le chef du bateau. Et concrètement, quand on voit la ménagerie qu'il a en face de lui, tous les gens qui cherchent à l'assassiner ou lui pourrir la tronche, on a presque pitié pour lui, avant d'oublier que c'est un esclavagiste et que c'est quand même un grand elfe noir. Bon, ils ont des stades de malade mental, hein, ça vous vous en doutez. Donc la sorcière de mort, qui est Itala, qui est l'éminence spirituelle du vaisseau. Et le dernier, qui est assez rigolo, donc vous savez sûrement mieux que moi, qu'il y a une prophétie qui dit que Malekith/Malérion connaîtra sa perte le jour où l'un de ses enfants sera de sexe masculin et sera un sorcier.
Et si jamais cette espèce d'antéchrist, en fait, pour Malérion venait à venir au monde, ça signifierait la chute de Malérion. Donc il fait tout pour vérifier évidemment le sexe de ses enfants et s'assurer que ses héritiers mâles ne fassent pas de magie. Or, il se trouve qu'il y en a un qui s'appelle Kennethar Grimwich, qui lui est un sorcier, qui est un sorcier en fait elfe, qui est l'un des fils de Malérion et qui en plus peut faire de la magie. Donc ce qui se passe, c'est qu'il se cache sur le vaisseau sous une autre identité. C'est pas vraiment un méchant, en gros c'est une sorte de joker que vous pouvez utiliser si ça vous fait plaisir. Il a évidemment beaucoup d'idées pour bosser avec bosser avec les joueurs, les PJ, qui se retrouvent dans une histoire qui va évidemment les dépasser, vous n'en doutez pas. Et voilà, on a fait le tour, donc j'étais assez succinct, une petite vingtaine de minutes quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est comme d'habitude, hein, c'est exactement ce que je vous disais au début. Je pense que c'est un bon supplément dans l'idée que c'est pas juste pensé. Je pense que ça a été pensé d'abord comme un petit PDF qui a grossi. Donc que le cœur du PDF à la base, c'était vraiment la description du vaisseau avec quelques PNJ qui étaient présents, antagonistes. Et en fait, au fur et à mesure, c'est étoffé pour faire un livre qui fait quand même quasiment 130 pages. Et je vois que mon ordinateur est un peu fatigué. C'est la magie Linux. Quand je mets des PDF, même sur Firefox, j'ai l'impression que c'est une galère et qu'il a beaucoup de mal à se remettre. Le contexte utilisé peut être intéressant si vous avez vraiment l'intention de faire rentrer les elfes noirs en jeu. Je ne dis pas que c'est très intéressant d'un point de vue global, c'est-à-dire que c'est pas, vous en apprendriez autant sur les elfes noirs en allant consulter le Lexicoloum ou le Wiki Warhammer, en anglais ou en français. Il y a un effort qui est fait pour vous donner un environnement qui est jouable, avec des interactions, qui est plus poussé que d'habitude. On reste un peu toujours le cul entre deux chaises avec « mais oui, mais c'est du contexte », mais d'un autre côté, il y a des soupçons d'aventure qui ne sont pas vraiment des scénarios. Donc bon, c'est dommage, encore une fois, mais ça c'est leur politique et qui commence à me gaver personnellement, mais on ne va pas les changer. Après, le contenu, on se moque pas de vous, c'est quand même 130 pages, la moitié du livre, c'est quand même une description du navire, de l'Arche Noire, comment ça fonctionne. Les profils sont plutôt intéressants et pas si génériques que ça. En fait, finalement, on sort quand même assez souvent du principe de l'elfe noir qui est très très vilain, sadomasochiste et qui torture tout le monde. Il y a des profils très différents, il y a des marchands, il y a des espions, il y a des simples matelots. C'est plutôt... En fait, on finit le livre avec l'idée de se dire, ouais, en fait, Elbane, le capitaine du vaisseau, a beaucoup plus de problèmes à l'intérieur qu'à l'extérieur de son vaisseau. Et ça peut donner quelques idées pour construire quelque chose. Il y a un bestiaire qui est assez fourni aussi pour tous les elfes noirs et toute la ménagerie qui peut évoluer autour. Alors on n'est pas évidemment sans éviter les règles, c'est-à-dire qu'on se rebouffe des règles sur la magie noire spécifiques aux elfes noirs. Est-ce que très sincèrement vous pensez que ça va rentrer en jeu dans une campagne? J'en doute. Vous n'allez pas avoir des joueurs qui vont être sorcières à elfes noirs, ou alors vraiment c'est une campagne très différente de ce qui à mon avis est offert par l'essentiel des suppléments de Warhammer. Mais ça reste un peu... Ce que je reproche à beaucoup de choses dans la V4, c'est que le livre est solide, le contexte est intéressant, mais est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser au jour le jour dans votre travail? Je suis pas sûr. Enfin, dans vos campagnes, dans votre jeu, je suis pas sûr. Un livre comme par exemple Sea of Claw, donc la mer des griffes, est plus simple à utiliser. Alors certes, il est très spécifique parce que ça ne concerne que la marée et le maritime, mais au moins, on ne peut pas dire que c'est une espèce d'immense boîte à outils qui est utilisable dès que vous posez le pied en mer. Bon, pareil pour les vents de magie, donc c'est plutôt des suppléments là, de règles, donc c'est un peu différent. Mais j'ai beaucoup moins de mal à imaginer l'utilisation de Cells and Moon, par exemple, même s'il n'y a pas de scénar, parce que ça se passe dans l'Empire, parce que c'est dans une ville qui est relativement petite, parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer, et que ça ne vient pas s'entrechoquer enfin très peu, avec l'histoire globale de Warhammer, donc en fait vous pouvez faire un petit peu votre sauce, et ça se passe très bien. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur Temple of Spies. Alors je suis désolé, je pense que vous ressortez de là un peu en se disant est-ce que je l'achète ou je l'achète pas. Je peux pas trop vous aider, vraiment, encore une fois, c'est pas mon but d'être un guide d'achat. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que le supplément en soi est très très bon. Il a évolué, c'est évident, au cours de sa création pour devenir plus important. Il y a des espèces de petits bouts de modification au niveau des pavés, des stades de PNJ, qui, à mon avis, laissent à penser qu'on va s'orienter dans une V5 qui va plus se rapprocher à Imperium Maledictum. Et honnêtement, c'est tant mieux. Donc à voir, hein, la V5, aucune nouvelle, je sais pas. Ça devait sortir en décembre, hein, normalement. Au moins, je suis content parce que je suis toujours sur les listes de marketing, donc ça c'est bien. Même si la personne avec qui j'interagis a encore changé. Donc ça c'est moins bien.
Mais bon, voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire. Donc, Temple of Spice, vous voulez un gros vaisseau elfe noir avec plein d'intrigues dessus, allez-y, foncez. Si vraiment ça vous intéresse pas, si vous dites que les elfes noirs ne rentreront jamais dans votre campagne, ne vous posez même pas la question, laissez-le de côté, ou alors faites comme tout le monde. Attendez qu'il y ait un Bulk Bundle dans 2 ans, où ça vous coûtera 30 € d'avoir tous les PDF que vous n'avez pas achetés, et ça sera très bien comme ça. Donc bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, et puis bah, je vous revois bientôt sans doute. Allez, salut!